Cette semaine à l'émission, on se demande si c'est éthique de faire de l'argent avec de l'argent. Et on reçoit une mère de famille et entrepreneur qui va nous dévoiler toutes ses astuces financières. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode durant lequel on va se demander s'il existe une façon éthique de vivre notre rapport à l'argent. Évidemment, en une petite heure, là, on ne sera pas capable de faire le tour du sujet, mais on a quand même des invités de marque aujourd'hui pour aborder au moins quelques facettes de cette question. Je commence avec Jessie Blouin, chef de pupitre web au Verbe. Bonjour. Allô, Antoine. De quoi tu nous parles aujourd'hui? De Alphonse Desjardins, d'Orimène et un troisième pilier. Oh, que je nommerai pas encore. Un pilier mystère de l'œuvre des Desjardins. Ouais. OK, ça nous... On va t'écouter, assurément, ça sera en premier segment d'émission. Parfait. Yes. On reçoit aussi Catherine Richard. Bonjour, Catherine. Allô. Entrepreneur et mère de famille nombreuse. Tu étais déjà venue l'an passé nous parler d'accouchement. Oui. Tu n'as pas trop été traumatisée par l'expérience? Non, clairement pas, non. Je parlais pas de l'expérience de l'accouchement. Par l'expérience de l'émission. Je suis enchantée d'être invitée. Oui, merci. On est content de t'avoir parce que tu as une expertise que peu de gens ont. Je n'ai pas peur de le dire, là. Celui de gérer une maisonnée. Évidemment, les repas, tout ce qui implique les soins aux enfants, mais aussi, tu tiens, en tout cas au moins en partie, les cordons de la bourse. Oui, c'est ça. Gérer les finances d'une famille dont on attend notre 12e enfant. C'est sûr que c'est une situation financière particulière en 2024. On a les mêmes dépenses que tout le monde. Fait que oui, je vais être enchantée de donner des détails croustillants. Ça va être en fin d'émission. On ne manquera pas ça. Et Aurélien Philippot, professeur de finance à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de te recevoir sur le plateau aujourd'hui, évidemment, pour que tu nous éclaires de ta science. Tu es spécialisé en éthique, entre autres, mais tu enseignes aussi d'autres matières liées à la finance, par exemple? Des matières assez classiques, la finance corporative ou les fusions-acquisitions, par exemple. Aujourd'hui, on se concentre donc sur l'aspect plus éthique, mais tu voulais nous proposer un espèce de regard presque historique, en tout cas un regard plus particulier sur la pratique du prêt à intérêt, ce qui anciennement même s'appelait l'usure. Absolument. Alors, ça sera en deuxième segment d'émission. On verra de quoi il en ressort. Et on dit parfois que l'argent n'a pas d'odeur, comme pour signifier que l'argent est neutre. Hein? C'est une expression assez commune dans le langage. Et parallèlement à ça, je repensais au pape François qui dit que l'argent est le fumier de Satan, lequel fumier a sûrement une odeur, j'imagine. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que l'argent a une odeur? Jessie? Mais clairement, ça laisse personne indifférent. Uh-huh. Donc, je trouve que le n'a pas d'odeur, tu sais, laisse voir un peu que, on est neutre, c'est pas plus grave que ça. Mais non, personne n'est neutre. Puis s'il y a une discussion autour de la table, en famille, amis, famille élargie, qui généralement réchauffe bien l'atmosphère, là, c'est discuter d'argent. Dans un couple aussi, ça peut devenir... Oui, surtout quand on a deux modes différents par rapport à l'argent. Un dépensier, un prudent. Oui, ça peut créer effectivement des tensions. Chez vous, t'es la cigale ou la fourmi, toi? On est deux fourmis, quand même. Oui. J'ai peut-être un côté un peu plus cigale que mon mari, mais on est pas mal du côté des fourmis. Je viens d'une famille quand même assez pauvre, pas eu beaucoup d'argent. J'ai grandi en voyant mes parents calculer l'épicerie à la semaine. Donc, c'est ça. J'ai un rapport assez prudentiel à l'argent. Catherine? Bien, moi, je partage un peu l'opinion de Jessie dans le sens où je pense que l'argent, en tant que tel, est neutre. Mais la relation qu'on a avec l'argent va teinter vraiment l'émotivité qu'on y met. L'argent, c'est clairement un sujet, avec 2-3 autres sujets, je trouve, dans le monde qui est très émotif. C'est très difficile de parler d'argent de façon sans émotion. Ouais. Les gens comparent. Dès qu'on a des chiffres, comment ça, il dépense là, lui, comment ça, il y a cet argent-là, etc. On n'est pas neutre, nous. Mais l'argent en tant que tel, est-ce que c'est mal? Non. Moi, je pense que non. Aurélien?
Moi, je te dirais que si l'argent est un moyen de paiement, son évaluation morale ne peut dépendre que du contexte particulier dans lequel on l'utilise. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on parlera historiquement de ce qui s'est passé. On verra qu'il y a une distinction très claire qu'on peut faire entre, par exemple, de l'investissement en capital, qui permet de créer des richesses qu'on va pouvoir se répartir ensuite, et d'autre part, du prêt à la consommation, qui relève d'une logique qui est très différente. Ah ouais. Il y a une distinction vraiment majeure entre les deux pratiques, c'est clair. Alors, plongeons tout de suite avec un modèle vraiment hors du commun, des gens qui ont vécu un peu plus d'une centaine d'années ici au Québec. Jessie, tu vas nous présenter les Desjardins. Jessie Blouin, chef de pupitre web au Verbe Média. Bonjour. Bonjour. On ne pouvait pas parler d'argent aujourd'hui sans parler d'un couple vraiment incroyable. Ils ont su élever une famille nombreuse, 10 enfants, malgré un revenu, somme toute, assez modeste. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi mis sur pied une organisation qui dure toujours 100 ans plus tard et qui compte aujourd'hui près de 8 millions de membres. De qui s'agit-il? Jessie. Alphonse Desjardins et sa douce Dorimène. Donc, ça me brise le cœur, on dirait, de les présenter en si peu de temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a une mine d'or d'informations sur eux. C'est vraiment un patrimoine du Québec, là. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer de sortir les grandes lignes. Ouais. Donc, je vais commencer rapidement par une petite chrono éclair. Je vais revenir sur plusieurs des points. Donc, pas de panique, là. Mais c'est ça. Rapidement, lui, il vient d'une famille très, très, très modeste. Lui, il est né à Lévis. Mais sa famille venait plus de la campagne. Ils se sont exilés faute de moyens. Donc, son père était journalier. Sa mère a dû être femme de ménage parce que son père ne subvenait pas aux besoins. Donc, c'était un élève quand même relativement doué, du moins très persévérant. Mais à 15 ans, il a dû quitter l'école faute de moyens. Il a dû aller travailler. Donc, on est au milieu des années 1800. Oui, lui, il est né en 1854 okay. et mort en 1920. Donc, il avait 66 ans à peu près. Ouais. Donc, sa vie, après ça, se divise un peu en deux blocs de 25. Okay. Les 25 premières années, il a été militaire quelques années. Bien, il y avait une petite infanterie à Lévis à l'époque, mais ça a duré seulement quelques années. Ensuite, il a été journaliste, donc pendant plusieurs années pour l'Écho de Lévis et ensuite le Canadien. Et ça, cette époque-là de journalisme lui a ouvert les portes de la politique. Fait que, par la suite, pendant une dizaine d'années à peu près, il a été éditeur des débats parlementaires ici à Québec, puis il a été secrétaire de l'association conservatrice principale pendant 3 ans. OK. Fait que ça a été les 25 premières années. Et au moment où il a commencé à faire l'édition des débats parlementaires, en 1879, il a épousé Dorimène. Donc, avec qui il y a eu 10 enfants, comme tu l'as dit, 6 garçons, 4 filles. Malheureusement, il y en a seulement 7 qui ont atteint l'âge adulte. Fait qu'il y a eu la mortalité infantile. Et Alphonse Desjardins, bon, il y a un premier bloc de 25 ans. Tu viens un peu de décrire son parcours. L'autre bloc de 25 ans, il y a eu une vie un peu plus stable, disons, en tout cas un emploi stable, mais qui était beaucoup plus loin. Oui, exactement. Là, il s'est retrouvé sténographe francophone à la Chambre des communes à Ottawa. Donc là, il s'est retrouvé 6 mois par année à Ottawa, 6 mois par année avec sa famille à Lévis. Donc ça a été pendant 25 ans. Donc pendant les sessions parlementaires, il se retrouvait à la Chambre des communes. Exactement. Donc il a fait ça jusqu'à sa retraite, qui a pris 3 ans avant sa mort. Il a pris sa retraite en 1917, puis les 3 dernières années, il était à Lévis. Puis là, il avait entrepris le chantier, son dernier legs, qui est la Fédération des caisses populaires. OK. Les caisses populaires apparaissent quand dans ce parcours-là? Ils apparaissent quand même en début de parcours, alors qu'il était à Ottawa, 9 ans à peu près après. Donc, en 1901, on a la première caisse qui ouvre à Lévis. Alors, parle-nous un peu, Jessie, du contexte historique dans lequel naissent les caisses populaires Desjardins, qui ne s'appelaient pas Caisse populaire Desjardins à l'époque, qui s'appelait Caisse populaire, tout simplement. Faut bien comprendre que c'est né d'un besoin criant. Comment peut-être lui est venue l'idée d'abord à Alphonse? Oui, bien c'est ça. En réalité, on est à la période de la deuxième révolution industrielle. Donc ça, selon les historiens, c'est à peu près 1860-1950. Donc la première caisse, 1901, on est
pile poil dans le milieu. Dans le milieu. Donc, et ça, cette deuxième révolution industrielle-là, elle est marquée par l'exode massif vers les villes et les États-Unis de la population agricole. Donc, il est estimé qu'à peu près 500 000 personnes, en à peu près 50 ans, ont quitté la campagne vers la ville et les États-Unis. Donc là, ça signifie une population qui était très appauvrie et à la merci des industries. Qui ne possédait plus les moyens de sa propre subsistance. Non. Donc, qui passait d'un mode de petit entrepreneur agricole à salarié face à la grande industrie dans les villes. Exactement. Okay. Donc, l'argent, les capitaux étaient concentrés dans les mains d'une petite minorité. Il y avait quelques banques qui existaient, mais les banques prêtaient uniquement aux riches. Donc, les pauvres, c'était l'économie du bas de laine ou les usuriers pour les urgences. C'est quoi un usurier? Bien, les usuriers, c'est des prêteurs personnels, mais qui prêtent de leur argent, de leur fonds, mais à des taux d'intérêt faramineux. Scandaleux. Oui. Et d'ailleurs, il y a un cas particulier qui a ému Alphonse Desjardins au point d'être la bougie d'allumage de ce mouvement-là. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant de son poste de sténographe à la Chambre des communes, c'est que pour lui, c'était un observatoire de prédilection pour toute la vie sociale et économique de ses contemporains. Tout transigeait, oui. par Ottawa. Ouais. Donc, et c'est ça, à un moment donné, il y a un député qui voulait déposer un projet de lutte contre l'usure. Et pour appuyer son projet de loi, il a cité l'exemple d'un homme qui avait été condamné par la justice à rembourser 5 000 $ d'intérêt sur un prêt initial de 150 $. On parle des années début 1900. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est la ruine de cet homme-là, de la famille. Tout ça à cause d'un taux d'intérêt complètement... Complètement ridicule. Donc, lui, c'est ça, Desjardins, il dit, mais ça n'a aucun bon sens. Il faut faire quelque chose. Fait que là, il a profité de son emploi qui lui donnait quand même... Il était assez solitaire. Je veux pas, à Ottawa, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les amis. Il y avait pas, fait, en dehors de son poste de sténographe, les soirs, les fins de semaine, c'était assez libre. Il allait à la bibliothèque. Bien, il s'est transformé en rat de bibliothèque. Pendant 2 ans, il a épluché, il a correspondu avec des auteurs et tout ça pour vraiment se faire une tête, essayer de trouver une solution pour aider ses concitoyens. Au final, il s'est retrouvé à élaborer son modèle à partir de 4 modèles déjà existants, des modèles européens. Mais la particularité du sien, c'est qu'il s'est basé sur des modèles qui étaient soit de l'épargne ou soit du crédit. Mais lui, il ne voulait pas l'un ou l'autre. Il voulait les deux. C'est ça vraiment la particularité du modèle de Desjardins, c'est qu'il voulait pouvoir aider le peuple à épargner, mais à obtenir aussi du crédit. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en imaginant le modèle de la Caisse populaire qui, justement, permet aux membres à la fois de déposer leur épargne, ou ça les encourage à le faire, et d'autre part, à avoir accès à des crédits pour l'investissement ou pour du dépannage parfois aussi. Exactement. Alors, il s'inspire de ces modèles-là qu'il y a en Europe. Il fonde la première caisse en 1901 avec Dorimène. C'est quoi le rôle de son épouse dans cette entreprise? Oui, bien, Dorimène, vu qu'il voyageait 6 mois par année, bien, avant même ça, je dirais, veut pas, il a planché là-dessus pendant pratiquement 3 ans. Là. Je pense qu'elle était à l'origine même de, ne serait-ce que support moral, de soutien, d'encouragement, parce que dans un couple, quand il y en a un qui a un projet qui lui tient à cœur, si l'autre n'est pas dans le même bateau, ça avance pas. Je pense qu'elle avait vraiment un rôle de soutien, de moteur là-dedans. Puis après ça, au moment de la fondation de la Caisse, dans les premières années, c'était elle qui était la gérante. Au moins 6 mois par année. Oui, et qui faisait la comptabilité et tout ça, en plus de la famille qu'elle gérait à elle seule. Donc, elle a été vraiment un pilier fondamental. Fascinant. Oui. Un autre acteur important, tu parlais d'Alphonse Dorimène et une espèce une troisième roue du carrosse là, dans cette aventure-là. Je te laisse dévoiler de qui il s'agit. Et je nomme l'Église. Ben non. Ben oui. Incroyable. L'Église, on est dans les périodes d'obscurantisme. Pourtant, Jessie, comment l'Église pouvait être aussi
à l'avant-garde là, dans... Bien, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, on est à l'époque du développement de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, ouais? C'est un peu tous les textes, toute la réflexion de l'Église par rapport aux questions morales et sociales. Donc, c'est vraiment comme une feuille de route qui a commencé à être déployée. C'est quelque chose que l'Église portait en elle depuis sa fondation. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, il fallait aboutir à le mettre en mots. Et une dizaine d'années avant la fondation de la première caisse, a paru l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et ça a marqué là, le début vraiment du développement de la qui était à la fois une sociale synthèse de tout ce que l'Église portait comme enseignement politique et social depuis des années, mais aussi une réponse, par exemple, à la révolution industrielle, à la montée du salariat des ouvriers, à leurs revendications qui étaient légitimes là, d'avoir une meilleure mais l'Église était très, très sensible à toutes ces questions-là. Puis, il y a plusieurs membres du clergé qui ont aidé, ont soutenu, mais j'en retiens deux. Le cardinal Bégin, qui était l'archevêque de Québec à l'époque. Lui était vraiment un vrai promoteur de la Caisse populaire, même qui s'est déplacé à Lévis, ouvrir son compte lui-même à la Caisse pour encourager ses ouailles aussi à faire confiance. Parce que, tu sais, on se ramène un peu à l'époque, là, confier ton argent à un étranger, là, c'est pas... Les économies, durement gagnées. Oui, que tu cachais chez toi dans ton petit bas de laine en dessous du matelas. C'était tout un changement de mœurs et de perspective. Là. Donc, ça prenait vraiment un coup d'envoi. Puis, et ça prenait une espèce de caution morale, c'est-à-dire quelqu'un qui se portait garant de cette aventure-là. C'est pas pour rien, j'imagine, que ce mouvement-là des caisses populaires, a trouvé en l'Église un allié de premier plan. Je pense, par exemple, au fait que chaque caisse était comme rattachée au clocher d'une certaine manière. Explique-nous le lien entre les deux institutions. Bien, c'est ça, le coopératisme fonctionne beaucoup par la solidarité, la confiance et tout ça. Fait que lui, il s'est dit, bien, c'est quoi le lieu en lequel tout le monde a confiance? Bien, c'est la paroisse. En fond, tu sais, tout le monde, on est tous regroupés par paroisse, on se connaît et tout ça. Puis, les prêtres, le clergé, bien, c'est comme un peu le noyau auquel... Le point focal. C'est ça, tout le monde graffite autour. Donc, il s'est dit, bien, on va greffer ça sur la paroisse. Alors, il s'est promené de paroisse en paroisse, là où il y avait des demandes pour aller ouvrir des caisses. Mais éventuellement, bon, tu peux en maintenir 10, 12, 15, mais là, il ne pouvait pas faire la tournée de tout le monde, là. Fait éventuellement, c'est les prêtres qui ont géré les caisses. Donc, il a fallu obtenir une dérogation de l'Église, et c'est là que le cardinal Bégin a encore un impact fort, c'est qu'il s'est rendu lui-même à Rome, puis il a milité pour le projet de Desjardins auprès du pape Pie X, qui a été tellement emballé, qui non seulement a octroyé la dérogation, mais en plus a donné... Comment il appelait ça? Une décoration vraiment très importante, là, la croix de Saint-Grégoire. Commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Donc, fait que c'est ça, le clergé était vraiment, vraiment emballé. Puis, il y a aussi un prêtre ami, Philibert Grondin, qui a écrit, en collaboration avec lui, le catéchisme de la Caisse populaire. Oui. C'est une super belle idée, je trouve, parce qu'il n'en finissait plus de répondre aux courriers, aux questions de gens qui se questionnaient sur le modèle, sur le fonctionnement. C'est une espèce de vadémécum. C'est ça, il s'est dit, mais le catéchisme qui fonctionne sous questions-réponses, c'est assez schématique, facile à apprendre, bien, il s'est basé du modèle du catéchisme pour écrire son catéchisme de la Caisse populaire. Wow! La force de ce mouvement-là, en tout cas spécialement à ses débuts, c'est pas le temps ni le lieu de faire une critique de ce que c'est devenu aujourd'hui, mais dans son origine, le mouvement des caisses populaires Desjardins, c'était une affaire du peuple, c'est-à-dire populaire, ça le dit, une affaire qui était entre les mains des petits travailleurs, des gens canadiens, français essentiellement, qui n'avaient pas accès au crédit. Comment, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mouvement-là particulier des Caisses Desjardins, Jessie? Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette œuvre d'Alphonse et d'Orimène? Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect coopératif. C'est-à-dire que chacun, en apportant son petit pécule, contribue à l'enrichissement d'une communauté. Donc, c'est ça, c'est vraiment la vie communautaire, la vie coopérative qui... Dans un monde très individualiste aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup à gagner à revenir à la source, à l'origine de ça.
Jessie Blouin, chef de pupitre web au Vert Média, merci infiniment pour ce portrait de l'œuvre de Desjardins. Ça fait plaisir. Aurélien Philippot, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci pour l'invitation. Alors, tu es professeur au département de finance à l'Université Laval, ici à Québec, et tu t'intéresses tout particulièrement ces temps-ci à la place de la réflexion éthique dans le monde de la finance. On est très heureux de t'avoir ici parce que les nouvelles économiques font la manchette quand même de manière assez importante depuis quelques années, en tout cas depuis la pandémie. Je pense par exemple à chaque fois que la Banque centrale du Canada éternue, ça fait la une pendant 2-3 jours. Hein, les taux montent, les taux baissent, les taux d'intérêt. Et on suit ça presque religieusement, sans jamais prendre un pas de recul. Qu'est-ce que l'intérêt? Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt? Est-ce que c'est une fatalité que de l'intérêt? Et toutes ces questions-là, je pense, sont primordiales, sont nécessaires pour bien vivre la vie économique, à la fois de manière individuelle ou collective. Et bref, ça met la table à notre entretien d'aujourd'hui. Tu te questionnes sur ce que c'est que le prêt à intérêt depuis déjà un bout. Je voulais savoir, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça a toujours existé, le prêt à intérêt? Alors oui, effectivement, dès l'Antiquité, on a des traces écrites de prêts qui sont octroyés avec des taux qui peuvent être très très élevés. Dans le monde grec, par exemple, il n'y avait aucune forme de régulation. On avait souvent des taux qui pouvaient s'élever à 40%, à 60%. Donc quand on est pris dans ce genre de mécanique-là, ça va très très vite, un petit peu comme dans l'exemple que Jessie nous donnait tout à l'heure. Donc ça a toujours existé. Et on a vraiment une réflexion qui a commencé à se former avec l'avènement du christianisme, en particulier à partir du concile de Nicée en 325. OK. C'est-à-dire qu'auparavant, dans l'Ancien Testament, on voit par exemple qu'il y a des condamnations de l'intérêt et de l'usure, qu'on pourra définir tout à l'heure. Ouais. On a des condamnations qui sont assez nombreuses. On voit dans le contexte des textes que le fait de prêter à intérêt est comparé au vol, au mensonge, au fait de ne pas tenir parole. Donc c'est quelque chose qui est présenté comme assez grave. Ben ouais, c'est sérieux quand même. D'ailleurs, Dante, au Moyen-Âge, place les usuriers dans le 7e cercle de l'enfer, en compagnie des idolâtres. Donc ça nous dit quelque chose du caractère sérieux de la faute. Tout à fait. Cela étant, aucune définition n'est donnée dans les textes. On comprend simplement par le contexte que le prêt-intérêt consiste, ou l'usure consiste à prêter et attendre davantage en retour que la somme que l'on a prêtée. Donc, en quelque sorte, faire du profit avec de l'argent. Faire de l'argent avec de l'argent, pour simplifier. Absolument. À outrance. Ouais. Et donc, on a déjà tu parlais du concile de Nicée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de particulier? Qu'est-ce que l'Église a statué? Alors, ce qui s'est passé dans le contexte, on a déjà des condamnations assez véhémentes de la part des pères de l'Église dans différentes lettres ou dans différents textes. On peut penser à saint Ambroise ou à saint Augustin, qui manifestent une indignation profonde par rapport aux effets de l'usure qui contribuent, comme le dira quelques siècles plus tard Hilaire Belloc, qui contribue à assécher la richesse de l'emprunteur. Donc il y a une condamnation très forte et le concile de Nicée décide d'interdire formellement le prêt à intérêt pour les clercs, sous peine d'excommunication. Donc c'est une sanction qui est assez forte, qui est très très forte même, et qui est significative parce que le concile de Nicée, c'est le premier concile après les persécutions, c'est le moment où l'Église sort des catacombes. C'est institutionnalisé, exactement. En quelque sorte, oui. Et il y a d'autres problèmes internes par rapport à l'arianisme en particulier qu'il faut traiter, il y a d'autres urgences, et malgré tout, on trouve le temps de définir un canon qui condamne explicitement cette pratique-là. C'est ça, comme tu dis, Aurélien, ça montre toute l'importance ou la centralité même de cette question-là dans l'organisation de la vie de la communauté. Est-ce que cette condamnation-là est valide aussi
pour ce qui concerne l'extérieur de la communauté. Je m'explique, entre frères, hein, c'est basé sur une conception de la fraternité chrétienne, j'imagine. Entre frères, c'est indécent de tirer profit de la misère de mon confrère. Mais avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ma communauté, est-ce que c'est plus tolérable? La vraie question qui va se poser, c'est de quoi s'agit-il? Quelle est la nature du problème? Okay. C'est la question que les penseurs vont se poser. Quelle est l'origine de l'interdit divin qu'on trouve dans l'Ancien Testament? Et d'autre part, comment est-ce que ça peut s'expliquer? À partir de là, si on établit que c'est une injustice qui vaut pour tout le monde. Ouais. Quel que soit le taux d'intérêt qui est pratiqué, qu'il soit élevé ou faible, quelle que soit la personne aussi avec laquelle on entre dans un prêt. Si on prête à un riche à un taux d'intérêt, si c'est une injustice, c'est une injustice. Même s'il est riche, même s'il a les moyens de payer l'intérêt. Exactement. Ah, c'est fascinant. Donc, tu viens de l'évoquer rapidement, la base de cet interdit-là, on le retrouve dans les textes anciens, dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements. Oui, donc on les retrouve dans l'Ancien Testament et ensuite, on ne trouve pas de référence au prêt à intérêt dans le Nouveau. Même si par la suite, il y a un passage de Saint Luc, 6,35, qui dit « Faites du bien, prêtez sans rien attendre en retour », qui a été interprété par un pape, le pape Urbain III, comme faisant référence à l'usure. Okay. Alors il n'a pas forcément été suivi par tous les théologiens par la suite, mais à l'époque, dans une lettre, il explique que ce texte-là fait référence à cette question-là. Oui, Catherine? Oui, tout à l'heure, vous parliez qu'il y avait des prêts à intérêt injustes. Je me demandais, est-ce qu'il y en a qui sont justes? Est-ce que c'est correct de prêter avec intérêt? Alors, pour répondre, il va falloir qu'on définisse les termes un peu plus précisément. Et pour ça, je vais faire un petit retour historique en arrière. À l'époque des Romains, il y avait plusieurs types de prêts. Il y avait 2 grands types de prêts. Vous aviez ce qu'on appelait le mutuum, qui était le prêt d'un bien fongible, qui était rendu par l'emprunteur à la fin. Alors, un bien fongible, c'est un bien qui est détruit quand il est consommé. Par exemple, si je vous prête une bouteille de vin, vous allez détruire cette bouteille de vin en la buvant, et donc ce n'est pas la même bouteille de vin que vous allez me rendre, mais c'est une bouteille de vin équivalente en termes de quantité, de qualité, etc. Donc, pour ces biens-là, le prêt était à l'époque considéré comme gratuit. Donc, ça ne donnait pas lieu à un paiement. Donc, si tu prêtes une bouteille de vin à Catherine, elle n'en retourne pas 1,5, mais une. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est une forme de prêt. On peut le comprendre en le comparant à d'autres choses que l'on connaît. C'est un prêt qui se distingue du don, parce qu'il y a l'obligation du retour. C'est un bien qui se distingue de la location, parce qu'il est gratuit. C'est un bien qui se distingue du dépôt, parce que vous avez la possibilité d'utiliser le bien qui vous est donné, exactement. Et ce type de prêt-là se distinguait du commodatum, qui était quant à lui le prêt d'un bien durable. Donc si par exemple je prête ma charrue à Antoine pour qu'il puisse labourer son champ pendant l'année, à la fin ce qu'il va me rendre c'est ma charrue. Ce n'est pas une charrue qui ressemble vaguement à celle que je lui ai prêtée, c'est la même. Et c'est la mienne. Et ce qui était prévu dans ce type de prêt-là, c'est que je puisse extraire un paiement précisément parce que j'ai prêté un bien qui m'appartient et que la propriété du bien n'a pas été transférée au moment du prêt. Et duquel bien tu n'as pas pu jouir durant ces mois-là des labours ou je sais trop. Et moi, peut-être, j'en ai tiré un certain profit. J'ai pu, charrier mes citrouilles. Ou... L'user, même et même l'user ou peut-être le briser. Ouais. Absolument. Donc, je te retourne cette charrette avec une poche de blé en bonus, par exemple. Ça te convient? Oui. Alors, à l'époque, il était très fréquent que pour témoigner sa gratitude, l'emprunteur fasse un don. Et c'était une manière de remercier pour le service qui avait été rendu. Mais le don, ce n'est pas la même chose qu'un paiement prévu oui, c'est ça, au départ. Parce que ça vient de l'emprunteur. C'est une exigence de...
Donc ça, c'est ça peut être possible dans une communauté de confiance, dans un lieu, un espace où les gens se connaissent, savent vous retrouver la charrette si jamais l'emprunteur la retourne pas. À partir du moment où on se retrouve dans une société un peu plus grande, plus anonyme, ou avec un système bancaire, par exemple, hein, qui arrive peut-être au Moyen Âge ou un peu plus tard, comment tout ça peut être conciliable? Comment tout ça peut être opérationnel de façon, disons, éthique, pour le dire rapidement? Alors, ce qui va se passer ensuite, on va avoir beaucoup de formes d'associations qui vont naître. C'est-à-dire qu'on va commencer à établir une distinction claire entre les investissements en capital et simplement des prêts de biens fongibles. On va dire que le prêt d'argent à l'époque, il est considéré comme relevant du mutuum, relevant du prêt gratuit, alors que si je te prête un bien durable, par exemple, on peut trouver certaines formes pour s'associer, pour créer de la richesse, et ensuite on pourra tout à fait se répartir entre nous cette richesse. Et il est normal que si j'ai apporté quelque chose, j'ai apporté un champ et toi tu apportes ton travail et ton savoir-faire, on puisse avoir un paiement, une répartition des biens. Et est-ce que cette position-là, par rapport au mutuum, là, au prêt de biens fongibles, va demeurer inchangée durant tous ces siècles-là jusqu'à tout récemment, ou ça a pu évoluer? Alors, il y a eu un certain nombre d'évolutions. Déjà, il y a eu un certain nombre d'arguments qui ont été avancés pour expliquer pourquoi, dans le mutuum, on ne pouvait pas avoir de rémunération. Parce que le droit romain ne le prévoyait pas, même si vers la fin de l'époque romaine, il y avait quelques abus qui se sont produits. Donc il a fallu, pour les penseurs du Moyen-Âge, dire que le prêt d'argent relevait du mutuum et qu'on ne pouvait pas y adjoindre une rémunération. Et pour comprendre ça, il y a quelque chose de très intéressant, très important, c'est de concevoir la manière dont Aristote ou saint Thomas d'Aquin par la suite envisageaient l'échange. Un échange, pour les penseurs de l'époque, c'est quelque chose qui a pour objectif d'être mutuellement bénéfique aux deux parties. C'est quelque chose qui doit profiter à tout le monde. Et c'est pour ça que dans un échange, il doit y avoir une certaine égalité entre la valeur de ce qui est donné et la valeur de ce qui est reçu, une proportionnalité en valeur. Donc par exemple, si je suis cordonnier, que toi tu es entrepreneur, et que je souhaite t'acheter une maison, on va peut-être se mettre d'accord sur le fait que le juste prix, le prix de marché, ça sera 10 000 paires de chaussures contre une maison. Donc, à partir du moment où le juste prix est déterminé, pour que l'échange soit équilibré, pour qu'il soit juste, il faut que notre transaction se fasse sur la base de ce ratio. Ce qui est très intéressant avec l'argent, c'est que l'argent est un moyen d'échange qui va faciliter les transactions entre des biens hétéroclites. Plutôt que de te livrer 10 000 paires de chaussures, ce qui est quand même assez encombrant, même si je sais que tu as une grande famille, peut-être pas à ce point-là. Si tu voyais l'entrée en arrière, là, ça ressemble presque à ça. Chez Catherine aussi, je pense. Donc, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais te livrer une unité monétaire qui représente la valeur de 10 000 paires de chaussures. L'un des problèmes dans l'usure, c'est que l'usure revient à modifier la valeur de l'argent en tant que moyen de paiement. C'est-à-dire que si je te prête 100 et que j'attends 130 en retour, ce que je fais, c'est que je te vends 100 $ contre une valeur qui n'est pas équivalente. Donc on perd, c'est ça, cette égalité-là. Et on perd cette proportionnalité. Donc ça, c'est l'un des éléments, l'un des arguments, il y en a eu énormément qui ont été mis en avant. Un autre élément important à mettre en avant, c'est le fait que lorsque je te prête un bien fongible, la propriété est nécessairement transférée avec le bien. Elle vient avec l'usage. Tu as l'usage de la bouteille de vin que je te prête. Ouais. Le fait que tu vas la détruire est un indice que tu en as aussi de la propriété. Si je demande plus en échange, ça veut dire que je te fais payer pour la propriété et pour l'usage. Donc je te fais payer deux fois pour l'usage. Ce qui, là aussi, est une injustice. Et le dernier élément qu'on peut souligner, donc là c'était plutôt des éléments par rapport à la justice dite commutative, la justice dans l'échange en tant que telle, qui ne doit pas être le lieu de transfert de richesse pour les penseurs de l'époque. Ce qu'on observe, c'est que
l'usure va se traduire par une rupture de la justice distributive parce qu'elle transfère des richesses du plus pauvre vers le plus riche, sans qu'il y ait un principe de mérite sous-jacent. On l'a vu dans l'exemple qui nous a été donné tantôt. Il y a un autre exemple auquel je pense, c'est l'exemple d'une dame qui a pris un emprunt de consommation de 300 $ pour nourrir sa famille et qui, en l'espace de 6 mois, a dû payer 900 $ d'intérêt. Donc dans cet exemple-là, ce que cette dame a fait, c'est qu'elle a transféré 1 200 $ de richesse personnelle pour avoir le droit de consommer 300 $ aujourd'hui. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est rompu dans l'égalité. Et ce transfert-là n'a pas été fait vers quelqu'un qui était plus dans le besoin qu'elle, mais au contraire, vers quelqu'un qui était mieux nanti. Exactement. Ce qui ajoute quelque chose d'obscène à la situation. Ce qui ajoute, et puis saint Thomas, et puis saint Paul en parle aussi un tout petit peu dans la lettre aux Thessaloniciens, disent qu'on ne peut pas tirer profit d'une situation particulière de besoin dans laquelle l'autre se trouve. Pour qu'un échange soit juste, il doit se faire sur la base d'un prix juste, mais je ne peux pas tirer profit du besoin particulier, de la nécessité dans laquelle se trouve l'autre. Tu nous parles, Aurélien, depuis tantôt, et je trouve ça formidable. Ça devrait être notre vie aujourd'hui, ça, tout ce que tu décris. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, on s'est mis à accepter que le prêteur puisse tirer profit du prêt? Alors... Il nous reste 2 petites minutes pour cette grande question. 2 petites minutes. Presque 3, mettons. Je peux vous laisser le montant. En fait... Avec intérêt. Au Moyen-Âge, on a un exemple fascinant qui nous montre que c'est possible d'avoir un système dans lequel on va avoir des prêts à la consommation à des taux qui sont faibles. C'est l'exemple des monts de piété, qui sont des banques, qui seraient aujourd'hui ce qu'on appellerait des OBNL, qui ont pour but d'accorder des prêts, en général à des personnes pauvres, pas aux personnes les plus pauvres, parce que comme le disent certains auteurs de l'époque, les plus pauvres, ils ont besoin de la charité. Ce n'est pas un prêt qui va les aider dans la situation dans laquelle ils sont. Ce sont des prêts qui étaient avec du collatéral, c'est-à-dire que l'emprunteur apportait un bien en garantie, et en échange, le mont de piété accordait un prêt qui en général était autour de 5% d'intérêt à charge pour l'emprunteur de s'engager à dépenser cet argent dans des biens de nécessité. Et le système fonctionnait très bien. Le système permettait une rémunération, donc il y avait un intérêt qui était payé par l'emprunteur, mais il faut bien comprendre qu'il était tout à fait permis que si je prête de l'argent à quelqu'un pour de la consommation, je puisse être dédommagé pour les pertes que je vais subir en tant que prêteur. Et c'est le sens premier d'ailleurs du mot intérêt. Intérêt, ça vient du latin intereo, c'est un verbe qui veut dire être perdu. Si je te prête de l'argent, mais que pour t'apporter cet argent, il faut que je paye quelqu'un pour aller le chercher à Trois-Rivières, je vais subir certains coûts. Ouais. Et il est normal que je puisse charger à l'emprunteur les coûts que j'ai subis à l'occasion du prêt, parce qu'en tant que prêteur, il n'y a pas de raison que je sois perdant à l'issue de l'opération. Donc au départ, pour ce type de prêts-là, qui ne sont pas des prêts qui ont pour but de la création de richesses, encore une fois, comme je le disais, il y a une distinction très importante qui est faite entre les deux, on pouvait permettre, il a été autorisé dans le temps, qu'un intérêt qui soit un dédommagement contre les différents coûts subis par le prêteur soit chargé. Et c'est un intérêt qui était assez modeste. C'est assez raisonnable, finalement. Voilà. Dans le fond, ça fait juste rembourser tes dépenses. C'est comme, tu ne fais pas d'argent avec ce genre Exactement. d'intérêt-là. Et le système des monts de piété a très bien fonctionné pendant quelques siècles. Il s'est répandu dans toute l'Europe. Et il a commencé, en fait, à péricliter quand le système des prêts à profit a été autorisé dans un certain nombre de pays. Ça a commencé en Angleterre, et puis ça s'est répandu beaucoup dans le monde anglo-saxon ensuite, parce que les gens qui apportaient de l'argent au mont de piété, c'était des gens riches, qui recevaient un petit dédommagement pour le fait que cet argent-là, ils auraient pu l'investir ailleurs. Mais c'était un dédommagement faible. Mais à partir du moment où il y a eu la concurrence de prêts d'usure ou de prêts à profit qui offraient un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, c'est devenu beaucoup plus difficile pour les monts de piété d'attirer ces capitaux-là.
Aurélien Philippot, on aurait pu parler de tout ça pendant des heures et des heures, mais c'était déjà très clair et très éclairant, en tout cas, sur l'usure et le prêt intérêt. Je rappelle que tu es professeur au département de finances à l'Université Laval, ici à Québec. On aura certainement l'occasion de te réinviter à On n'est pas du monde pour poursuivre la discussion sur l'argent. On parlera des fusions, acquisitions peut-être la prochaine fois. Une autre de tes passions. Après la pause, on discute avec une experte en finances familiales. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Catherine Richard, bienvenue à On n'est pas du monde. Allô. Alors, t'es passé l'an passé, hein, nous parler d'accouchement. Tu étais venu ici. Je rappelle que tu es à l'origine de Coton Piqué, une petite entreprise locale qui propose des produits faits à la main, des piquets, comme son nom l'indique. Oui, des piquets. Bien, je fais plus juste ça, là, mais oui, c'est surtout de la réutilisation aussi, ce que je fais, là, de courte pointe et que, dans le fond, je réutilise pour faire des vêtements d'enfants. Des piquets, c'est sûr, là, c'est mon produit de base. Présentement, là, cette année-ci, j'en fais moins parce que j'attends mon 12e enfant. Je fais l'école à la maison de quelques enfants du primaire, fait que le temps est moins là, présent pour moi. Ouais. Pour en faire, j'ai quelques commandes quand même, mais c'est sûr que c'est une entreprise qui est sur la glace, mais que j'ai été quand même plusieurs années là, à gérer puis à mettre de l'avant. Oui. Tu viens de le dire, tu attends ton 12e enfant et la question qui nous brûle tous les lèvres, en tout cas, je me fais le porte-parole de tout le monde ici. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai, Catherine, que c'est moins cher à la douzaine? Ah, pas tant, non. C'est vraiment une question quand on sort au Costco, là, c'est vraiment souvent, là, les gens se gênent pas pour venir me voir puis me demander combien ça te coûte. L'épicerie, ça doit tellement te coûter cher. L'épicerie est chère. Ça va faire bientôt 20 ans qu'on est mariés, mon mari et moi. D'ailleurs, lui est architecte. Moi, je n'ai pas de salaire. Je suis mère à la maison. Là. Outre les revenus faramineux que tu fais avec ton entreprise. Non, c'est justement pas faramineux, justement. Non, on vit avec un seul salaire, avec des bonnes allocations familiales. Je pense qu'il faut le mentionner, hein, parce que mes parents ont eu, eux aussi, une grande famille, n'ont pas bénéficié d'allocations familiales aussi généreuses qu'on a, nous, en 2024. Fait que c'est vrai que ça aide énormément. Mais quand même, on vit avec un seul salaire et puis 11 enfants en bas de 18 ans. Mais est-ce que tu fais des économies d'échelle? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des choses que tu achètes en vrac qui te coûtent peut-être moins cher que si tu achetais des portions individuelles pour une plus petite famille. Ou, tu sais, oui, c'est sûr. Mais dans le fond, veux-tu le budget en général ou directement sur le vrac? Okay. Je te suis. Dans le fond, nous, quand on s'est mariés, c'était moi qui gérais de A à Z le budget. Les dépenses, les rentrées, je faisais ça à la main, etc. Puis après quelques années... j'ai senti le besoin d'un peu me détacher de tout le concret, le détail, parce que ça me stressait plus. Dans le fond, je ne veux pas faire de stéréotypes ou de généralités, mais en général, les hommes sont moins émotifs que les femmes par rapport aux détails, peu importe lequel, là, que ce soit les finances, l'éducation, le lien aux enfants, etc. Fait que c'était plus facile pour mon mari de prendre un recul par rapport à quand on n'arrivait pas, etc. Alors que moi, j'y pensais plus. Fait que maintenant, comment on fonctionne, lui et moi, là, parce que c'est pas lui tout seul, mais on gère un budget. Nous, on s'est pas fait un budget portionné, là, en pointe de tarte. On est conscient de ce qui rentre mensuellement. À peu près 2-3 fois par année, moi, je m'assois, pour le faire, le budget, là. Combien on a mis dans les derniers mois dans, mettons, l'épicerie, le gaz. Une espèce de bilan. Une espèce de bilan, oui, pour voir est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on n'arrive pas. On le voit mensuellement. Nous, on ne laisse pas traîner la carte de crédit. Fait que, tu sais, par rapport à un détail, là, on a une seule carte de crédit, puis quand on est pleine, bien, on va se restreindre le mois suivant, l'autre, pour la payer. Fait qu'on ne s'endette pas de carte de crédit. Fait que comment on fait des économies? On est plutôt dans la prévision. On essaie de voir ensemble c'est quoi nos prochaines grosses dépenses. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce qu'on a l'argent ou pas? Est-ce que ça serait un bien pour la famille? Est-ce que c'est une nécessité ou une convoitise, dans le fond?
Bon, une fois qu'on a établi la réponse à cette question-là, bien là, on va se demander comment on peut économiser. Est-ce qu'on peut couper à quelque part ou pas? Est-ce qu'il faut emprunter? Nous, on ne cherche pas à emprunter. On n'a jamais emprunté pour une voiture. Évidemment, on a emprunté pour une hypothèque. Alors, si on voit qu'on ne peut pas se le permettre, d'habitude, on ne va pas se le permettre. Mm-hmm. Est-ce que... bon, tu le disais un peu au début, là, quand tu avais le nez dedans, là, dans le budget, là, dans le quotidien, puis les détails, ça devenait trop prenant. Est-ce que tu as l'impression que d'avoir la foi, parce que c'est quelque chose que tu as déjà dit publiquement, tu as la foi, tu crois en Dieu, est-ce que ça t'aide à justement prendre un pas de recul? Oui, bien certainement. D'ailleurs, moi, je peux dire que les mathématiques du Seigneur ne sont pas les mathématiques humaines. On a été... nous, quand on s'est mariés, d'abord, on était étudiants. Je sais que maintenant, c'est moins à la mode de se marier ou de partir en famille, comme on dit, là, dans une situation financière comme la nôtre, parce que c'est moins sécurisant, c'est moins sûr aussi. Ouais. Fait qu'on a vécu simplement. Là. Moi, mon mari vient d'une famille qui a vécu très simplement toute sa vie. Moi, je suis la première de 12. Comme je dis, mes parents n'avaient pas de temps d'allocation familiale. Fait à partir de 13 ans, j'ai dû travailler. Bien, j'étais pas obligée, mais je devais payer mes choses. C'était la mentalité de mes parents. Ils m'ont toujours dit que même s'ils n'avaient pas l'argent, même s'ils l'avaient, pardon, ils ne me paieraient pas mes études. Ils voulaient que je devienne comme autonome puis que j'apprenne à gérer. Fait que quand on s'est mariés, on était des gens qui vivaient assez simplement, là, disons. Puis, je m'en allais où, là, avec ça, exactement? Bien, comment la foi t'aide à... C'est que dans le fond, quand on s'est mis à avoir des gros besoins, comme une maison, une voiture, puis qu'on ne l'avait pas, l'argent, pour des raisons qui nous échappent, on y est arrivé. Fait que je sais que la façon que on parle de providence, c'est comme... comment décrire la providence? C'est, dans le fond, on pourrait dire la vie qui s'occupe de nous, Moi, je sais que c'est une personne qui s'occupe de moi, Dieu, mais la providence a fait qu'il y a eu des événements inattendus, des dépenses qu'on pensait qu'on n'a pas faites ou des dons, des gens qui ont aidé, pas ouvertement, mais en secret, qui fait qu'on a réussi à s'acheter une maison puis une voiture le même mois alors qu'on avait un très faible salaire. Fait que ça m'a marqué dans mon rapport à l'argent pour toutes les années qui ont suivi. Que dans le fond, tu sais, il y a un vieil adage québécois qui dit « Chaque enfant vient avec son pain ». Il y a quelque chose d'un peu vrai là-dedans, là, dans faire confiance. Puis que c'est pas parce que tu fais confiance que tu deviens riche, là. Oui. Mais... Ben, c'est ça, il y a peut-être des gens qui t'entendent qui disent « Ouais, mais c'est quasiment de la pensée magique, ça. Chaque enfant vient avec son pain. » C'est limite irresponsable, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Dans le fond, je fais des enfants, puis on verra. Mais sans réfléchir. C'est quand même une décision grave là, d'accueillir un 12e enfant. Être capable de le nourrir. Oui, parce que c'est vrai que c'est des questions qui se posent de façon sérieuse dans certaines réalités, certains pays, ça. Ben ouais. Mais c'est pas la nôtre. Je parle du Québec en général. Je parle pas de ma famille. On n'est pas dans une société où si on met un enfant au monde, on le met dans la misère. Il y a vraiment beaucoup d'aide. On est un pays riche. On a, comme je vous dis, les allocations. Il y a plusieurs... je pense qu'on a des standards aussi assez élevés. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, d'avoir tout le kit parfait, là, de la couchette pour le bébé quand un bébé naît, là, qui fait que, oui, ça peut coûter cher d'avoir un enfant, mais si on compare avec d'autres sociétés, c'est pas du tout les mêmes critères, les mêmes standards. Puis je sais pas si je serais à l'aise de dire... il faut vraiment, au Québec, se poser très sérieusement la question financière par rapport à avoir un enfant. Il y aurait peut-être d'autres questions à se poser par rapport à la solidité d'un couple avant de faire un enfant que l'argent. Je pense pas qu'au Québec, peut-être je dis une obscénité, là, mais je pense pas que c'est un réel problème qu'on a ici. Est-ce que je me souviens de ma question? Non. Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, Jessie. Parce que aujourd'hui, je trouve que c'est très difficile de résister à la tentation. T'sais, les publicités sont là partout. On se crée des besoins tous les jours. C'est bien de dire, on prend le temps de réfléchir ensemble. Est-ce que c'est une nécessité ou une convoitise et tout ça? Mais
y a-tu des trucs? Comment qu'on fait pour résister? J'ai vraiment envie de la chose. Bien, le fait d'être deux, ça aide, premièrement. Le fait de s'en parler, parce que, dans le fond, nous, on fait jamais des grosses dépenses sans en parler à l'autre, là. Des gros projets. Vous mettez tout en commun? Oui, on met tout en commun. On a un code conjoint. Ça aussi, c'est moins à la mode aussi. Mais le fait d'avoir un code conjoint, bien, c'est sûr que ça oblige de s'en parler. Fait que l'autre étant une autre personne, une autre entité avec ses désirs à lui qui sont pas nécessairement les miens. Alors, si moi, j'ai vraiment envie d'une paire de souliers qui coûte très cher, bien, puis qu'on s'en parle, bien, lui, il m'aide. Est-ce que c'est nécessaire? Et bon... Si c'est pas quelque chose de grave non plus, là, dans le fond, moi, comme j'ai dit au départ, je pense pas que l'argent, c'est mal. Puis des fois, dans l'Église, il y a un certain malaise avec avoir de l'argent. Exemple. J'ai 11 enfants, puis on vient de faire un pèlerinage en Italie à 11 personnes. Wow. Fait que, dans le fond, c'est sûr que la plupart des commentaires que j'entends, c'est sur l'argent. Vous êtes riche? Ouais. Vous avez gagné le gros lot? Oui, c'est ça. Alors que les gens ne savent pas que ça fait des années qu'on met de l'argent de côté, qu'on prie aussi là-dessus. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est irresponsable? Est-ce qu'on va se mettre dans la misère? Nous, on ne s'est pas du tout endetté. Dans le fond, on a vu à l'avance. Fait que cette réflexion-là, je pense qu'à deux, puis à trois, je dirais, surtout, avec l'Esprit Saint puis la prière, cette réflexion-là, après ça, apaise les culpabilités, les remords, aussi par rapport à l'image aussi, parce que c'est vraiment, vraiment délicat comme sujet, les dépenses. Mon grand-père, un homme d'affaires aguerri, disait, si tu donnes 100 $ à deux personnes qui ont exactement le même contexte, le même salaire, la même réalité familiale, 5 minutes après, il y en a un qui est plus riche que l'autre. Parce que dans le fond, il y en a qui ont le sens des affaires ou qui ont une vision différente, ils vont le mettre à des places différentes, ils ne vont pas le dépenser de la même façon. Fait que, même en ayant le même budget, si on se met à comparer et à se dire « Ah, comment ça, eux autres, ils arrivent à se payer du linge neuf tout le temps, moi, j'y arrive pas, ou du resto souvent, tu sais. » Dans le fond, comment ça, eux autres sont allés en Italie avec 11, mais eux autres, ils mettent pas d'argent dans... On se paye très rarement du restaurant où tu parlais des repas, là, j'achète presque aucun repas fait à l'avance. C'est des petites économies. Ah oui, mais quand même, ça compte à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ce discernement-là se fait, nous, surtout dans la prière, mais à deux, en s'en parlant. Parce que c'est vrai que c'est facile d'acheter un petit truc. Exemple, quand t'allaites à 3 h du matin, là, j'en ai fait des dépenses. Hey. Puis il dort, fait que je peux pas y en parler. Là, pour ça. Ah, tu vas la peine de le réveiller pour ça. Tu sais, des fois, c'est long, puis le bébé, puis on dirait qu'on est dans un mode de, justement, convoitise, puis ça, je le veux, puis ah ouais, ça se passe. Tu mets ça dans le panier, flippes ça dans le panier. Oui, dans le panier virtuel, mais c'est pas mon idéal, disons. Je pense que c'est mieux de s'aider dans ces dépenses-là. Catherine, tu as des enfants, tu disais l'aîné a 18 ans, presque 18 ans, jusqu'à quelques mois. Est-ce que ça fait partie de l'éducation? C'est une dernière question, là, peut-être en 2-3 minutes. Est-ce que ça fait partie de l'éducation que vous leur transmettez comme couple à vos enfants, leur rapport à l'argent? On a un prof de finance, si peut-être l'inviter quand tu fais l'école maison, de faire une petite séance de 2 heures là, sur la finance. Bien, je pense que c'est quelque chose qui serait très important. Est-ce qu'on s'assoit avec eux? Ça commence, parce que dans le fond, ils vieillissent. Puis nous, un choix familial, qui est le contraire de ce que moi j'ai vécu, c'est que nos enfants n'ont pas eu d'emploi ou de travail avant assez tard. Justement, pour pas tout de suite les mettre dans le bain de la relation à l'argent trop jeunes. Et puis parce qu'on trouve que c'est important aussi d'apprendre à demander. J'aurais besoin de ci, parce que dans le fond, si tu n'as pas l'argent, il faut que tu demandes aux parents, il faut que tu te questionnes. Premièrement, c'est gênant. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça te force à un discernement, à un questionnement. Puis ça fait aussi que tu n'as pas plein d'argent à un moment où tu n'as pas tellement besoin de faire des dépenses. En tout cas, fait que oui, on a eu tranquillement, disons, là, besoin de s'asseoir avec eux puis de parler d'argent, de comment le gérer, comment faire un budget aussi, les dépenses, parce que c'est un apprentissage, je pense, qui est nécessaire. C'est quoi la finalité de l'argent? À quoi ça sert oui, ultimement? Oui, puis dans le fond, on dit qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que ce qu'on voit puis de ce qu'est l'expérience. Fait que c'est sûr aussi que nous, on essaie d'être un modèle pour eux, d'être un bon exemple. C'est un sujet qu'on parle quand même. Des fois, peut-être trop. Tu sais, je me rends compte quand on donne des chiffres, les enfants, là, ils veulent savoir, ça a coûté combien? Ah ouais, puis ils veulent savoir si c'est cher, pas cher. Ouais. Puis
Les chiffres, là, c'est à tout âge, à notre âge aussi. Des fois, on aimerait savoir comment notre collègue gagne. Une espèce de curiosité, c'est ça. Oui, pour tomber dans la comparaison. Mais c'est, je pense, une nécessité là, de parler d'argent avec les enfants puis de ramener... Dans le fond, l'idée, là, c'est d'avoir une relation libre, de ne pas se laisser maîtriser par l'argent, mais le contraire. Catherine Richard, mère de famille nombreuse, tu attends ton 12e enfant, félicitations d'ailleurs, et entrepreneur, micro-entrepreneur, on pourrait dire, pour Coton Piqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se laisser, on a 2 petites suggestions culturelles. Allons-y avec Jessie, tiens. Je vais rester dans le thème Desjardins. Il y a la maison Alphonse Desjardins qui est rendue un musée. L'entrée, elle est gratuite. C'est reconstitution historique, visite guidée. Ça peut être thématique aussi dans le temps des fêtes, reconstitution de décoration de Noël de l'époque ou à Pâques. Donc, c'est vraiment une visite pour toute la famille. Très intéressant. Gratuit à Lévis, juste à côté. Sur la rive sud de Québec. Ouais. Donc pour les gens de l'extérieur, si vous passez dans le coin, Ouais. Un petit détour par Lévis. Êtes-vous déjà allé, vous? Pas encore. OK, mais ça s'en vient, je pense. Hein? Oui, bien sûr. Merci, Jessie. Moi, je vous propose la lecture d'un roman. C'est une brique, mais c'est franchement bien. C'est à peu près les mêmes années qu'Alphonse Desjardins. C'est Le Désespéré de Léon Blois. Un peu aride, mais ça décrit très bien l'ambiance de cette époque-là. En France, bien sûr, mais quand même, on voit la misère dans les milieux ouvriers. On voit aussi comment l'argent, le rapport à l'argent peut complètement corrompre les rapports sociaux entre les personnes. Donc, c'est vraiment à lire. Et je le propose parce qu'il y a une nouvelle édition qui vient de sortir cet automne aux éditions Effata, Le Désespéré de Léon Blois. C'est vraiment une lecture troublante. Vraiment, c'est vrai qu'il y a quand même de la littérature sur ce thème-là. Si je pense à Séraphin ou L'Avare de Molière. Clairement. Alors, tout ça, évidemment, on va le proposer sur nos réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre page YouTube. Allez sur YouTube, Le Verbe. Vous avez tous les épisodes d'On n'est pas du monde et bien plus encore. Je remercie nos invités, Aurélien Philippot, prof de finance à Laval, Catherine Richard, mère de famille et entrepreneur, et notre chroniqueuse maison pour aujourd'hui, Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Verbe Média. Et je remercie également Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.